Merci. Bonjour, Régis Dupont. Nous sommes des élèves du lycée des Trois-Rivières de Pontchâteau. Nous sommes des élèves de la troisième prépa métier. Notre classe travaille sur l'éducation médiale. Nous avons choisi de réfléchir sur le futur et plus particulièrement sur le sport. Nous allons vous poser quelques questions sur le sport, plus particulièrement sur le foot. Première question, l'arbitrage vidéo sera-t-elle plus performante dans le sport, plus particulièrement sur le foot, à l'avenir? Je pense, du coup, vous en pensez quoi? Alors, technique, j'ai deux choses. D'abord, techniquement, je ne suis pas sûr que ça s'améliore beaucoup, parce que je ne suis pas sûr que techniquement, il y a encore beaucoup de choses à apporter à l'arbitrage vidéo. Le problème de l'arbitrage vidéo, ce n'est pas la technique. Aujourd'hui, grâce à la technique, même si on va encore progresser sur je pense, sur le moment où le ballon quitte le pied d'un joueur et le moment où on juge vraiment d'un hors-jeu, le problème de l'assistance vidéo, c'est pas finalement la technique, c'est l'utilisation qu'on en fait et le fait qu'on utilise la vidéo pour des choses finalement que la vidéo ne peut pas normalement juger. Parce que vous l'avez peut-être étudié, vous allez l'étudier peut-être. Une image par nature, ça ment. Surtout une image qui bouge. Okay. Et on peut l'orienter, et donc c'est pas un fait objectif établi. Voilà, grâce à la vidéo, on peut à peu près dire qu'un joueur a touché l'autre, mais on ne peut pas dire qu'il a fait faute. Ainsi de suite. Finalement, la seule chose qu'on peut juger normalement pour la vidéo, c'est est-ce que la faute en question a eu lieu dans la surface, est-ce qu'elle n'a pas eu lieu dans la surface, est-ce que le ballon a franchi la ligne, et encore, là aussi, il faut des aides, des choses simples comme ça. Mais la vidéo ne peut pas dire cette faute-là vaut penalty, cette faute-là vaut carton jaune, cette faute-là vaut carton rouge. Ça, c'est un mensonge de faire croire ça aux gens, un mensonge colporté par beaucoup de gens, par beaucoup de journalistes aussi d'ailleurs, parce que selon la façon dont vous filmez, la vitesse à laquelle vous filmez, la manière dont vous montrez l'image, vous allez dire oui, il y a faute, non, il n'y a pas faute, oui, il y a carton jaune, non, il y a carton rouge. Donc, le problème de la vidéo, ce n'est pas un problème technique. Techniquement, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin que ce qu'on détient déjà actuellement. C'est un problème de périmètre. D'accord. Deuxième question. La tricherie dans le foot existera-t-elle dans le futur ou pas? Ça dépend de quelle tricherie on parle. Il y en a beaucoup des tricheries dans le foot. Tout ce qui est faute. Là aussi, on en revient à un problème actuel de arbitrage vidéo. Par exemple, aujourd'hui, on monter la force d'une sanction, finalement, enfin l'importance d'une sanction, dire finalement on met carton rouge selon la blessure de la personne sur qui a eu lieu cette faute. Mais on peut imaginer finalement que si, je ne sais pas, c'est un défenseur latéral de Pontchâteau qui joue en 32e de finale contre le PSG et que c'est Neymar qui fait la faute sur ce latéral droit de Pontchâteau. Le joueur de Pontchâteau, il va se dire finalement, si je fais croire que j'ai la jambe cassée, Neymar, il va prendre un carton rouge. Et quelque part, pour mon équipe, il vaut mieux que moi, je fasse croire que je suis blessé, que je sorte. Neymar sorte aussi en jouant 11 contre 10. Donc tout ça, c'est un peu… Je trouve que le raisonnement n'est pas bon. Okay. Après, la tricherie elle-même, il y en a plein des tricheries en football. Vous savez, au niveau amateur, il y a les licences, il y a des choses comme ça. Le dopage qui existe forcément dans le football comme dans tous les sports. Il existe d'autant plus dans le football qu'il y a des enjeux financiers bien plus importants que dans la plupart des autres sports. Et puis, il y a ce dopage technologique. Vous êtes un pays de vélo, vous connaissez un peu le problème des vélos électriques, par exemple, en football et dans les autres sports, on pense très vite, on va arriver au dopage biologique. C'est-à-dire, on le voit déjà chez certains cyclistes, ils ont des graves blessures, ils reviennent
sport qu'avant leur blessure. Est-ce que quelque part, on ne reconstruit pas leur corps avec des ajouts dans les genoux, les chevilles? Tout est imaginable aujourd'hui. Et voilà, donc il y a cette tricherie-là, je pense, c'est vraiment la tricherie la plus évidente et qui, pour le coup, mais bon, pour le coup, elle déplace le football, puisque là, on est de l'ordre de la remise en cause du sport lui-même. Mais je ne pense pas qu'à l'avenir, sinon les tricheries, au-delà de ce dopage biotechnologique, il y en aura plus. Il y a plus de moyens quand même de contrôle aujourd'hui. Pas de dopage, mais au niveau des transactions financières, au niveau de ces choses-là. Et quelque part, la concurrence féroce entre les clubs fait que l'intérêt même d'une corruption est quand même moins fort qu'à une époque. Maintenant, nous avons quelques questions sur la mixité du foot à l'avenir. Pour vous, est-ce que ça vous dérangerait de jouer avec une femme au foot? À titre personnel, non. J'ai déjà joué avec des femmes à mon humble niveau. Après, la mixité, c'est un mauvais combat. La réalité physiologique du foot. Aujourd'hui, les équipes de France féminines pour s'entraîner contre les 15 ou 16 de Fontaine. Pas parce qu'elles sont nulles, parce que physiologiquement, particulièrement dans le football, les femmes ont des limites pour le moment, font que sur un aussi grand terrain, si elles jouent contre, si on faisait une opposition équipe de France de foot masculine, équipe de France féminine, ça ferait peut-être 30-0, j'en sais rien, mais voilà, elles n'y peuvent rien, elles courent moins vite, elles sautent moins haut, elles sont moins toniques. Les gardiennes particulièrement, on en parle souvent avec les entraîneurs, c'est un cas hyper particulier. Les gardiennes de foot, elles ont beaucoup de mal, par exemple, beaucoup plus de mal que les gardiennes à se détendre vers l'arrière si elles sont lobées, par exemple. Voilà, c'est aussi bête que ça. Il y a aussi le fait que le football s'est développé beaucoup plus tardivement. Vous êtes d'une génération où maintenant ça fait partie de la norme d'avoir des équipes de filles dans le club. Moi, dans ma jeunesse, des équipes de filles, ça existait très très peu. Il n'y en avait quasiment pas, ou alors c'était quasiment des clubs spécifiques. Donc, de fait, le niveau du foot féminin est moins élevé que le niveau du foot masculin, parce que tout bêtement, il y a moins de concurrence. Dans vos clubs, l'intensité est moins forte à Pontchâteau qu'à Nantes, parce qu'à Nantes, il y a plus de joueurs. Donc, forcément, les meilleurs clubs sont meilleurs qu'à Pontchâteau, où il y a un peu moins de joueurs. Voilà, c'est aussi mathématique que ça. Mais la mixité, c'est-à-dire faire des compétitions de haut niveau avec moitié garçon, moitié fille, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que quelque part, c'est vouloir introduire de fausse égalité. Bon, effectivement, dans tous les domaines, il doit y avoir mixité et égalité des sexes. Mais pour le coup, là, on est dans du domaine du sport, dans du domaine des capacités athlétiques. Et c'est le seul domaine où les hommes peuvent encore faire croire qu'ils sont meilleurs que les femmes. C'est juste qu'ils sont différents, ils sont plus costauds. Voilà. Si on faisait par exemple le Tour de France, on ne peut pas faire le Tour de France des femmes et le Tour de France des hommes en même temps. Ce serait ridicule. Il y aurait les 200 hommes seraient devant et les 200 femmes seraient derrière. Ce serait contre-productif. Donc je comprends bien qu'il va y avoir des mouvements parce que c'est dans l'air du temps et c'est une très bonne chose que ce soit dans l'air du temps. Mais faire croire qu'au niveau sportif, une femme peut être compétitive par rapport à un homme, en tout cas dans des sports où on fait vraiment appel à des capacités athlétiques. Hein. C'est sûr que si on parle de gymnastique, quelque part, on peut penser que les femmes ont plus de qualité, en tout cas sur certains exercices. Si on parle d'échecs, par exemple, les échecs, oui, évidemment que les hommes peuvent jouer contre les femmes. Ce n'est pas un problème, là, c'est un problème de cerveau. À partir du moment où c'est la capacité athlétique qui fait la différence, introduire la mixité,
c'est bien dans les clubs, évidemment. Il faut que les femmes et les hommes soient habitués à se côtoyer, mais au très haut niveau, ce n'est pas possible. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens finalement. Pour moi, c'est se tromper de combat de partir sur ce combat-là. On l'a vu par exemple, moi quand j'étais jeune, il y avait, je ne sais pas si vous regardez encore, il y avait le double mixte à Roland-Garros. Et en fait, ils ont plus ou moins arrêté ces compétitions de tennis de double mixte parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que quand l'homme, le joueur homme servait sur le joueur garçon en face, et ben le joueur garçon en face, systématiquement, il retournait sur la joueuse parce que c'était le maillon faible, entre guillemets. Donc, ce serait quelque part une façon d'insister sur les inégalités plutôt que d'agir pour l'égalité, à mon sens, hein, mais voilà, ce n'est que mon avis. Ok. Donc, ce n'est pas l'avenir, à mon avis. Ok. Prochaine question. Pour vous, ça vous dérangerait de vous faire arbitrer par une femme dans un match de foot ou dans le sport ou dans les autres de sport? Là encore, là, pour le coup, ça ne pose aucun problème. Ce qu'on demande à une arbitre, c'est effectivement dans une bonne capacité athlétique, mais il n'y a pas besoin ça n'a rien à voir. Au contraire, on a pu voir avec Stéphanie Frappard récemment une forme de nouveauté et pour le coup, un des rares bons côtés de l'éducation qu'on a pu recevoir, des concepts, des préconcepts que la société peut véhiculer. On a pu voir que finalement, les joueurs de foot, aussi grossiers peuvent-ils être entre eux, face à une femme, quelque part, ils se comportent un peu différemment. Ils ne vont pas lui taper dans le dos, ils ne vont pas se comporter violemment. Quelque part, il y a quelques barrières psychologiques qui se remettent en place et qui finalement facilitent presque le travail de l'arbitre quand c'est une femme. Alors bon, ça ne va pas durer, hein, vite les réflexes vont prendre le dessus, mais pour le coup, non, c'est une très bonne chose que les femmes puissent arbitrer. Il n'y a aucune raison que les femmes ne puissent pas arbitrer, il n'y a aucune raison que les femmes ne puissent pas jouer au foot de haut niveau. Le problème, à mon sens, c'est faire croire qu'on peut faire de foot. Par exemple, le PSG à moitié masculin, à moitié féminin sur le même terrain, pour le coup, ça n'aura pas de sens. En revanche, évidemment qu'il faut du sport de haut niveau pour les femmes et qu'il faut des arbitres femmes qui arbitrent des hommes et des arbitres hommes qui arbitrent des femmes. Ça, c'est évidemment. Ça, pour le coup, c'est un vrai bon combat à porter au très haut niveau pour l'avenir du sport. D'accord. Prochaine question. Y aura-t-il du racisme dans le sport ou même dans le foot, vous pensez qu'il y aura encore du racisme? Est-ce qu'il y aura encore du racisme? Certainement. Certainement, parce que malheureusement, du racisme, il y en a dans toute la... Le sport n'en est pas exempt, surtout que le sport, parfois, et ça c'est aussi un travers, peut véhiculer certains a priori. Par exemple, les Noirs courent plus vite, les Noirs sautent plus haut, les Noirs... voilà, donc ça c'est des concepts. Les Africains d'Éthiopie courent plus longtemps, ils sont très forts dans les catégories de fond, de demi-fond. Les Maghrébins sont très forts dans le demi-fond, 800 mètres, 1500 mètres. En réalité, ça correspond. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Il y a effectivement des explications physiologiques. Mais ces explications physiologiques seraient beaucoup corrélées aussi à l'histoire de ces peuples-là, en fait. Donc, expliquer les performances, par exemple, des Jamaïcains en vitesse par leur couleur, ça n'a pas de sens. Parce que pourquoi est-ce que finalement les Jamaïcains courent vite alors qu'ils sont tout aussi noirs que les Béninois ou les Camerounais? Pourquoi les Jamaïcains courent plus vite? Ça reste des Noirs. Pourquoi est-ce que les Éthiopiens courraient plus vite alors qu'ils sont noirs dans les épreuves longues que dans les épreuves courtes? Donc, tout montre qu'effectivement, certainement qu'il y a des différences selon les couleurs de peau, mais qui sont plus corrélées à l'histoire des différents peuples
à la génétique elle-même des différentes couleurs de peau. Donc, effectivement, il y aura toujours du racisme, dans tous les sens d'ailleurs, hein, parce qu'on peut voir le sport, le football en particulier, est un des rares secteurs où la pratique est dominée presque par les joueurs de couleur, qu'ils soient noirs, arabes, un peu asiatiques forcément, parce ils vont finir par accéder au très haut niveau aussi. Et là aussi, et là encore, on en revient à des explications assez basiques pour avoir envie de réussir au très très haut niveau, parce que pour réussir au très haut niveau, il faut avoir beaucoup de qualité, mais aussi un mental très différent des autres, et quelque part des faits mentaux qui font qu'on arrive à accéder à ce niveau. Voilà, et si beaucoup de Noirs, d'Arabes, de minorités ethniques, on va dire, même si c'est un terme que j'aime pas trop, réussissent dans le football, c'est pas parce qu'elles sont noires, parce qu'elles sont arabes, parce que c'est parce qu'elles viennent souvent de milieux défavorisés, difficiles, où elles ont vite perçu que le sport était un moyen de s'arracher finalement à leurs conditions. À leurs conditions de naissance. Donc il y aura toujours du racisme, mais là encore, il y en a de moins en moins du racisme, même si ça reste, voilà, ça reste toujours trop. Mais moi, je préfère toujours voir le verre à moitié plein. On voit ce qui se passe aujourd'hui sur les terrains de football quand des racistes sont proférés. Voilà, je me souviens, moi, la première fois que j'ai été confronté au racisme, c'était il y a longtemps. C'était en 91, l'année où je passais au bac. Et avec des copains, on était allé voir Nantes-Marseille en quart de finale de Coupe de France. C'était quelques semaines avant que Marseille gagne la Ligue des Champions. À un moment, Boli prend le ballon et monte avec le ballon au pied. Et là, j'entendais dans la tribune, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et il y a un de mes amis qui est avec moi qui me fait comprendre qu'en fait, c'est des cris de singe que les gens profèrent. Aujourd'hui, c'est inimaginable d'entendre ça au stade de la Beaujoire. Des cris de singe, ça arrive encore dans certains stades, mais c'est inimaginable. Moi, je me souviens, ça m'avait laissé un peu interloqué. Je n'avais pas compris ce qui se passait. Aujourd'hui, par exemple, ça, c'est inimaginable. Donc, effectivement, ça reste, les progrès restent lents, mais le racisme, selon moi en tout cas, est en train de refluer au moins autour des terrains de sport et globalement un peu partout, parce que voilà, on est habitué, on commence à s'habituer depuis. On a eu un président de Club Noir à Marseille, on a des personnes dans les médias qui commencent à être des Noirs, des Arabes, des gens qui viennent d'autres milieux, mais effectivement, ça ne va pas assez vite et le sport reste un endroit où on peut effectivement véhiculer des idées préconçues par rapport aux couleurs de peau à cause du fait qu'effectivement dans le football, on a beaucoup de gens qui sont mis en évidence alors qu'elles ne le sont pas dans d'autres domaines. Moi, je me souviens aussi quand j'étais petit, voilà, pour le coup, j'étais tout petit, c'était un sujet qui avait été fait par Téléfoot sur TF1 qui serait aujourd'hui impassable. Vous le retrouverez sur les réseaux sociaux, enfin, un sujet qui avait été fait sur Téléfoot sur le fait qu'à Nantes, il y avait beaucoup de Noirs dans l'équipe. Et il y avait des plans un peu malheureux où on voyait des joueurs qui sautaient d'un arbre pour descendre sur le terrain. Je veux dire, aujourd'hui, c'est complètement inimaginable. Ce serait censuré, ça ferait un tollé sur les réseaux sociaux. À l'époque, le fait même qu'il y ait beaucoup de Noirs dans l'équipe de Nantes, c'était un événement, enfin un fait journalistique à expliquer. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Pour vous, est-ce que les champions dans le foot pourront donner des conseils aux joueurs plus tard? Ça dépend des conseils sur quoi? Sur les stratégies, sur le foot, sur les conseils de comment marquer, comment tout ce qui est… Comment ne pas être en jeu. En fait, normalement, c'est assez simple. Hein, c'est vraiment c'est une question de réflexion. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes footballeurs pros, et même non pros, sont quand même comment dire, mieux entourés.
beaucoup mieux entouré. Moi, quand j'étais jeune, je jouais au niveau régional à Ancenis. La qualité des entraînements et même des consignes que je pouvais avoir est nulle par rapport à ce qu'elle peut être aujourd'hui. Quand je vois ce qu'on peut donner aux jeunes, les consignes qu'on leur donnait, qu'on nous donnait, c'était quand même très, très léger. Aujourd'hui, un staff technique d'équipe pro en football, il y a encore quelques années, même quand Nantes a été champion de France pour la dernière fois en 2001, je me souviens, avec Denouex, il y avait donc Reynald Denouex, un adjoint, le médecin qui faisait aussi la préparation physique, un kiné ou deux, enfin voilà, ils étaient 5, allez, grand maximum 6 peut-être. Aujourd'hui, le staff pro du FC Nantes, c'est au moins 15 personnes. Donc il y a quasiment un entraîneur pour les attaquants, un entraîneur pour les milieux de terrain, un entraîneur pour les gardiens, un entraîneur pour tout le monde. Donc effectivement, là, c'est beaucoup plus pointu la façon de frapper le ballon, la façon de se comporter quand on arrive face au gardien, la façon de se comporter au jeu. Enfin voilà, il y a effectivement beaucoup plus de choses. Techniquement, on n'apprenait pas à l'époque. Donc oui, ils auront plein de conseils à leur donner, mais c'est presque le défaut du monde actuel, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs de foot en général, et ceux qui vont arriver, ce sera encore pire, on les conseille pour tout avant même qu'ils aient 18 ans. On leur dit quelles chaussures il faut prendre, avec quelle marque il faut s'associer, ce qu'il faut faire quand on va en il faut faire quand on va au restaurant, avec quelle copine il faut éventuellement aller ou pas. Enfin, donc ça va bien au-delà du sport. Ils sont conseillés aujourd'hui surtout, parce que ce sont des enjeux financiers. C'est un enjeu financier colossal aujourd'hui. Vous connaissez sans doute, il n'habite pas très loin de chez vous, Eduardo Camavinga. C'est un enjeu financier tellement colossal qu'aujourd'hui, tout le monde lui tourne autour, entre sa famille, des nouveaux agents, parce que son prochain contrat à Eduardo Camavinga, on peut imaginer que ce sera de 3-4 millions d'euros par an de revenus. Donc, ça veut dire que sur un an de salaire, quelque part, sa famille entière sera à l'abri du besoin pour quelques années. Donc, ce sont des enjeux tellement énormes qu'aujourd'hui, effectivement, on peut conseiller sur tout. Est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours de grands champions comme Messi ou Ronaldo? Je crois qu'on n'a pas conscience. Moi, je suis en train de faire un livre sur Ronaldo. On n'a pas conscience de ce que ça aura représenté cette période avec Messi et Ronaldo. Et effectivement, à quel point ça change la perception du football. Parce qu'avant, on vivait dans un monde où les gens ne voyaient pas tous les matchs, on ne voyait pas tous les joueurs toutes les semaines. Et à la limite, Platini, Messi, même Zidane, quelque part, ils pouvaient ne pas être très bons pendant 1 mois, 2 mois. C'était pas grave, ça passait quasi inaperçu. Eux, ça fait 15 ans qu'ils sont bons toutes les semaines quasiment, quoi. Messi et Ronaldo, c'est assez incroyable, franchement incroyable. Ils se blessent jamais. Et là aussi, on pourrait en discuter. Pourquoi ils ne se blessent pas? Aujourd'hui, on a progressé sur ce qu'on appelle la préparation invisible de façon incroyable. Messi, Ronaldo, ils ne se blessent jamais, 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 quasiment. Donc, toutes les semaines, depuis 15 ans, ils jouent 50 à 70 matchs toutes les saisons. Platini, sur Maradona, l'année de la Coupe du Monde, Maradona, je crois qu'il doit faire 30 matchs en tout, dont la Coupe du Monde. Donc, il s'était préparé pour cette Coupe du Monde où il avait été extraordinaire en 86. Mais Maradona, il pouvait faire des mauvais matchs. Peut-être que sur sa carrière, d'ailleurs, Maradona, il a fait 8 mauvais matchs sur 10. Sauf qu'il était tellement fort sur les matchs importants et les matchs où on le voyait que ça le rendait historiquement incroyable. Enfin voilà, c'était un joueur président. Mais voilà, il y aura d'autres grands champions comme eux. Je pense que la difficulté, déjà, ce sera de se mettre à ce niveau-là, parce que atteindre un tel niveau de régularité sur la durée, ça me paraît très très possible. Notamment pour Ronaldo, mais si c'est un peu différent parce qu'il a entre guillemets bénéficié d'un joueur extraordinaire, ça ne se dispute pas, mais il a bénéficié d'être le joueur dominant d'une équipe dominante de sa carrière. Le FC Barcelone, c'est une équipe dominante aussi. Ronaldo, lui, il a été dans ses... Par exemple, le Real Madrid n'a jamais dominé sur la durée le foot européen comme a pu le faire Barcelone à une époque. Mais bon, toujours est-il que ce sont des joueurs qui ont réussi à être au plus haut niveau pendant 15 ans, toutes les semaines quasiment.
sans discontinuer ça, je pense qu'on passe à plusieurs étapes. On pourra aussi. Mais évidemment qu'on aura d'autres grands champions. Là. De toute façon, c'est quoi la différence entre un. On le voit avec Neymar, il y a certainement autant de talent que Ronaldo et Messi. Pourtant, dans l'histoire, il ne restera pas à leur niveau. Pourquoi? Comment? C'est aussi la question précédente, c'est une question de choix, une question de capacité mentale. Le boss d'une équipe, quelque part, à s'imposer comme le boss d'une équipe. Voilà, et on voit en France, avec Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé. Messi, dans la catégorie Pogba. Pour l'instant, il Alors, pour vous, est-ce que vous pensez que les clubs de district pourraient monter au moins en Ligue 2? Les clubs de district? Oui. Bon, je n'ai pas compris la fin de la question. Alors, excusez-moi, c'est notre sonnerie. Est-ce que vous pensez que qu'il y aura des clubs de district en Ligue 2? Pourquoi ils iraient en Ligue 2, les clubs de district? Comment? Pourquoi ils iraient en Ligue 2, les clubs de district? Ok. Est-ce que vous pensez que les clubs de district pourraient monter en Ligue 2? Comme Guingamp, par exemple. Bien sûr. Le problème aujourd'hui du foot, c'est la fermeture. Aujourd'hui, effectivement, on parlait de clubs tel qu'on l'entend, pouvoir éventuellement penser à aller en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions en revanche. Pour un club de Ligue 2, par exemple, pour ce que Guingamp a fait, pourquoi Pontchâteau ne le ferait pas, pour être un peu caricatural? Oui, c'est possible. C'est une question de dynamique sportive, de dynamique entrepreneuriale, parce qu'il faut un peu d'argent. Moi, quand j'étais jeune, en ski, je jouais en T2, par exemple. Pourquoi ça n'arriverait pas à nouveau? Si, bien sûr que ça c'est toujours possible. Le jour où ce sera plus possible, là, effectivement, on pourra dire que le sport n'est plus vraiment du sport. Est-ce que le sport aura une place plus forte dans l'avenir? Alors, déjà, moi, quand j'étais petit, le sport n'avait pas du tout la même place qu'il a aujourd'hui. En France, on peut dire que le gain de la Coupe du Monde 98 a vraiment tout changé. Vraiment, vraiment tout changé. Moi, quand j'étais jeune, par exemple, Emmanuel Macron dans le vestiaire des Bleus après la Coupe du Monde 98 ou qui vient au match en Russie, c'était inimaginable. Quand j'étais jeune, le président de la République française, il ne se déplaçait pas sur les Coupes du Monde, sur les Jeux, tout ça. Aujourd'hui, non seulement il vient, mais c'est presque obligatoire politiquement de se montrer sur ces grands événements, d'être présent, de recevoir les champions à l'Élysée et tout ça. Donc ça, déjà, ça a beaucoup évolué. Trop même, je pense, enfin, à titre personnel, je trouve que le sport, ça ne doit pas être un outil politique. C'est toujours dangereux quand ça devient un outil politique et que le boulot du ministre des Sports et du président de la République, c'est pas que la France gagne la Coupe du Monde. C'est qu'il y ait le plus de Français possible qui fassent du sport et qui soient bien entourés dans leur pratique sportive. Et je pense que c'est dans ce sens que le sport va prendre de plus en plus d'importance. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on est encore sous-équipé. Culturellement, le sport est encore très peu développé au niveau de la pratique sociale. Et là, il y a vraiment un espace à prendre. Au niveau médiatique, parce qu'on voit bien qu'au niveau médiatique, même si les sportifs s'expriment de plus en plus, ils sont déjà écoutés. Quand Mbappé prend la parole, quand Griezmann prend la parole, aujourd'hui en France, ça compte. Mais c'est plus vraiment dans la pratique au quotidien, où en France, on est vraiment très très loin du compte. Moi, je m'en rends compte à mon petit niveau. J'ai entraîné des enfants d'un petit club. Les moyens sont ridicules. On a 400 licenciés, on n'a pas un seul entraîneur sous contrat. Donc, c'est que du bénévolat. Alors, même si les bénévoles font tout ce qu'ils peuvent,
ça n'a aucun sens. Il faudrait un encadrement beaucoup plus diplômé, beaucoup plus évolué. Et ça, à ce niveau-là, en France, le sport, on en parle peu, mais manque beaucoup de moyens. Parce qu'effectivement, on voit les grands champions qui gagnent beaucoup d'argent. Voilà, même la Fédération française de foot, qui effectivement est très riche. Mais à l'arrivée, le ruissellement, le fameux ruissellement cher à notre président de la République, il ne se fait pas au niveau du sport. Et c'est là, et ça c'est un énorme enjeu. Et je pense effectivement que le sport en tant que c'est le dernier lieu de brassage social, et c'est ça qui est fantastique dans le sport. Quand on va dans un vestiaire de foot, particulièrement quand on va dans un vestiaire de football, il y a le petit gamin de la banlieue, il y a le fils de médecin, enfin, voilà, tout le monde est ensemble, et ça c'est hyper important. C'est un des derniers endroits, à mon sens, où les gens se côtoient, se mélangent un peu, pas assez, mais un peu. Et c'est là, c'est un enjeu pour moi primordial, et je pense que c'est là que le sport doit prendre beaucoup plus de place, en tout cas en France, vraiment au niveau de la pratique au quotidien. Tout le monde devrait au moins une fois dans sa vie, ça devrait presque être obligatoire, presque comme le vote, être au moins une fois dans sa vie licencié dans un club de sport. Ça peut être pour faire des fléchettes, pour faire du tir à l'arc, mais ça peut aussi être pour faire du foot, de l'escalade, n'importe quoi, mais avoir une pratique encadrée. Et là, on crée vraiment du lien social. D'accord. Prochaine question. Est-ce qu'il y aura de nouveaux sports dans le futur? Oui, parce qu'on le voit, on va vers toujours plus de sports un peu glisse, fun. Voilà, on le voit aussi dans les sports qui apparaissent aux Jeux Olympiques. Mais non, dans la mesure où on sera toujours à la marge. Le sport, c'est courir, sauter, taper dans un ballon avec la main ou avec le bras, lancer quelque chose ou le réceptionner. Mais bon, pour le coup, on ne peut pas inventer grand-chose. Je pense que ce sera difficile de trouver un nouveau sport qui est complètement révolutionnaire. Tout a été plus ou moins inventé, même si effectivement, voilà, maintenant le ski, peut-être que l'avenir du ski, c'est effectivement le ski parallèle, parce que c'est plus... ça introduit une notion de duel entre les deux skieurs qui est intéressante. Le foot, peut-être que le futsal va amener une nouvelle dynamique. Je sais pas, le basket, on voit bien que le basket, la culture américaine a vraiment pris le pas sur la culture européenne du basket. Mais voilà, on va toujours être dans la même chose. Des nouveaux sports, disons, un nouveau sport qui prendrait la place d'un autre sport, ça, non, je n'y crois pas. Par contre, des nouvelles pratiques, ça a toujours existé, il y en aura toujours, mais on ne pense pas qu'on invente quoi que ce soit de vraiment révolutionnaire. Dernière question. Plus dans le foot, selon vous, vu que vous êtes un spectateur, quel changement le foot pourrait rencontrer dans quelques années? On parlait de la triche l'autre jour. Moi, j'étais assez partisan de limiter le nombre de joueurs, par exemple, dans la surface, avant un corner, par exemple, pour qu'il y ait moins de joueurs qui se touchent, qui s'attrapent, voilà, des choses comme ça. Et je pense que l'amélioration des qualités physiques des joueurs va peut-être nous obliger à enlever un joueur. Alors là, pour le coup, ce serait révolutionnaire, parce que ce qui fait la force du football, c'est que ces règles n'ont quasiment pas changé depuis un siècle et demi. Mais quand on regarde des matchs d'il n'y a pas si longtemps, encore 25 ans, 30 ans, les joueurs avaient vraiment le temps de faire les choses. Aujourd'hui, ce qui caractérise le foot, c'est vraiment que les joueurs n'ont plus le temps de faire, enfin, en tout cas pour les joueurs normaux. Ce qui fait la différence, c'est vraiment le joueur qui est capable de faire malgré le temps qu'il a à faire. Moi, on ne s'en rend pas trop compte des tribunes. Vous en rendez pas trop compte des tribunes. Je me souviens, il y a en 2000, ça devait être en fin 2005, quelque chose comme ça. J'étais allé à un match des Espoirs, l'équipe de France Espoir. C'était dans le vieux stade de Tottenham, je crois, à Londres. Et c'était France-Angleterre, évidemment. Et donc, dans l'équipe de France, c'est ça qui est intéressant, il y avait Rio Mavuba, notamment, enfin, dont je me souviens, Rio Mavuba, Franck Ribéry et Jérémy Toulalan. Et